caractères observés ne sont pas soumises à la sélection, donc vont évoluer par dérive, et d'autres vont évoluer par sélection. On peut parler également du modèle dit évolution à équilibre ponctué de Stephen Gould, qui pense que la transformation des espèces, en fait, s'opérerait par actes, qui seraient en réponse en général à des changements dans l'environnement, et ces à-coups sont entrecoupés de périodes d'équilibre des populations. Il y a également l'apport de l'Evo-Devo, qui est la génétique évolutive du développement. Donc, j'en parle pas. Alors, il y a quelques petits points intéressants. Actuellement, on considère que l'idée d'évolution, on ne fait plus aucun doute parmi les biologistes. Alors, si les détails des mécanismes qui permettent d'expliquer cette évolution font toujours l'objet de recherches intenses et diversifiées, en effet, ces questions constituent toujours un des champs scientifiques les plus vastes et les plus stimulants. Et en particulier, ça nous apporte également des clés pour prédire l'impact des changements globaux sur les organismes et les systèmes écologiques. Donc c'est important de l'écologie évolutive. Mais bien sûr, c'est parfois encore au cœur de controverses médiatiques et scientifiques. Alors l'homme peut-être, on va parler de l'homme. Donc tout le monde est d'accord pour dire que les chimpanzés et les gorilles sont les espèces les plus proches de l'homme dans la nature actuelle, que ce soit sur des caractères anatomiques, physiologiques, comportementaux, cognitifs. Mais il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a 3 interprétations. L'interprétation précise de Linné de Cuvier, et qui a pourtant proposé une classification basée sur des caractères anatomiques. Mais la ressemblance qu'ils observaient entre les organismes ne remet pas du tout en cause la séparation immuable des espèces. Pour eux, c'est une création, c'est catastrophe-création chaque fois. Deuxième interprétation possible, l'homme descend du singe. Alors vous avez vu souvent cette petite image, on ne sait pas d'où vient l'expression l'homme descend du singe. L'évolution dans ces cas-là serait vue comme un progrès vers l'homme, mais c'est très imprécis du point de vue scientifique, puisque les singes à l'heure actuelle existent encore, donc descendre des singes à l'heure actuelle c'est impossible, et en plus ils ont donné lieu à des conclusions erronées en paléanthropologie, puisque ça a permis de dire à cause de ça que l'origine de l'homme était en Asie alors qu'il est en Afrique. Donc l'interprétation, la troisième interprétation, c'est une interprétation basée sur la méthode de Darwin et qui est basée essentiellement sur les relations de parenté. Si l'homme et les primates sont très proches, c'est qu'ils partagent un ancêtre commun. C'est très différent, l'homme descend du singe. Donc ils partagent un ancêtre commun, et donc vous voyez là les relations phylogénétiques. J'ai entouré la lignée hominoïde. Donc, mais nos lignées et celles des grands singes ont divergé, et chacune d'elles ensuite continué à évoluer. Donc on n'est pas au bout de la chaîne des grands singes, mais on est au même niveau, puisque tous vivent. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, chacune des lignées continue à évoluer, bien sûr. Alors, la relation avec la biodiversité, on s'aperçoit que toute espèce est susceptible d'être sélectionnée. Toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'ils trouvent des conditions favorables à la reproduction, c'est-à-dire soit en ressources, soit en conditions physiques optimales d'habitat. Et le succès de la croissance et de la reproduction des espèces, bien sûr, dépend de ces optima physiques, mais aussi biologiques, c'est-à-dire que pour qu'il y ait reproduction des espèces, il y a interaction, on n'est pas seul, il y a des millions d'espèces, donc il y a des interactions entre les différentes espèces pour conduire à l'évolution, bien sûr, de... Ah, je suis désolée. Alors, là, un point qui est important, je voudrais dire que Darwin, actuellement, est trop souvent enseigné sous le seul angle de la génétique et de la classification, donc génétique avec le problème de la sélection, des mutations aléatoires,
mais on oublie sa vision écologique du monde. Le système actuel est très complexe, avec des interactions entre les mondes végétaux et animaux, et toutes ces interactions constituent le moteur de l'évolution. Et Darwin l'a bien pressenti. Alors, ce qu'il faudrait, c'est expliquer que l'on fait partie intégrante de la communauté du vivant. On ne peut donc séparer l'homme de sa nature. Que nos civilisations modernes tendent à vouloir imposer la maîtrise de l'environnement et à réguler l'avenir des pressions sélectives. Alors, les pressions sélectives, vous avez vu le devenir. Si vous avez de sélection, vous avez une population, elles présentent tous le même caractère. Donc, on travaille à l'heure actuelle à éliminer la diversité, ce qu'il ne faudrait pas. Et la diversité des espèces est une richesse qu'on ne peut prétendre réinventer. Et pendant de millénaires, les variétés se sont en fait adaptées à leur environnement, transmises. Et désormais, c'est un peu l'inverse. On demande aux écosystèmes, quels qu'ils soient, de s'adapter à quelques variétés. Donc, dans ces cas-là, on a oublié ce qui était important chez Darwin, c'est variation-sélection. Il faut qu'il y ait présence de la variation, c'est-à-dire qu'il faut une variabilité, une diversité génétique dans les populations et dans les espèces pour qu'il y ait évolution et non pas extinction d'une population. Alors, bon, non, je pense que je vais arrêter ici parce que j'ai pris un peu de temps.